de Ziguinchor, Monsieur le coordinateur de la Fondation Konrad Adenauer en Casamance, Monsieur et Madame les conférenciers, Monsieur le modérateur, chers membres du staff de la Fondation et du mouvement citoyen, chers invités. Parler des questions foncières revient à soulever la problématique des ressources naturelles. En effet, les ressources naturelles sont constituées des ressources forestières et des ressources foncières. Ainsi, le foncier est un ensemble des rapports entre les hommes et les femmes concernant la terre et les ressources qu'elle porte, autrement dit, forestières, pastorales, halieutiques et même les ressources en eau. De même, la forêt constitue d'une part les terrains recouverts d'une formation à base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles d'une superficie minimale d'un seul tenant d'un hectare dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois, les écorces, etc. D'autre part, les terrains qui étaient couverts de forêts récemment occupées ou incendiées, mais qui seront soumis à la génération naturelle ou au reboisement. Enfin, les terres à vocation forestière, que sont les terres en friche destinées à être boisées, les terrains de culture affectés par le propriétaire aux actions forestières, toute terre dégradée, impropre à l'agriculture et nécessitant une action de restauration. Les terres destinées à être reboisées par la récréation. De cette définition, il ressort que la gestion forestière est liée à la gestion de la terre et que le foncier de la forêt rejoint le foncier de la terre. Ainsi, la gestion foncière a connu une longue évolution. D'abord, la terre acquise par les droits de feu, de hache et de sabot était confiée à la gestion d'un chef de terre qui est en général le premier occupant, autrement dit le chef de village ou chef de famille. Le régime colonial, mieux tiré profit des activités agricoles et mettre un terme aux multiples conflits découlant des influences subies par le système traditionnel de gestion des terres. Dès après l'indépendance, la loi numéro 64-46 du 17 juin 1964 introduit une réforme foncière instituant un domaine national couvrant la quasi-totalité du territoire national. Elle était censée garantir aux populations rurales l'accès à la terre, celle-ci étant désormais un patrimoine commun. Selon le croisement de critères socio-économiques, géographiques et écologiques, cette loi établit la division du territoire domanial en 4 zones. Les zones de territoire qui correspondent au monde rural, les zones classées, les zones pionnières, autrement dit reversées depuis 1987 dans les zones de territoire et les zones urbaines. Représentant de la mairie, Monsieur le secrétaire général de la mairie, M. Sow, M. Sagna, PCR de Niassia, Monsieur le régional de l'environnement, Madame Cissé, représentante du Koussoforal, M. Ibrahim Gassama, directeur de ZigFM, Mesdames et Messieurs les communicateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations ici présentes, distingués invités. Il me plaît à l'entame de mon propos de convoquer l'OMD 8 qui consiste à mettre en place un partenariat mondial pour le développement et mettre en corrélation cet OMD avec le programme ZIVIC qui est un programme de transformation pacifique de conflits par la population et les décideurs via une formation continue, mais aussi cette formation qui est censée déboucher sur un développement de la commune, développement qui pourrait se mesurer sur le plan politique par une participation électorale plus accrue, notamment pour les locales prochaines. Nous voyons donc que nous sommes dans le cadre de la coopération européenne internationale
Qui dit donc coopération dit partenariat. Et donc l'Allemagne, au nom des relations amicales qui le lie avec le Sénégal, intervient depuis belle lurette. Et si nous convoquons toujours les OMD, l'OMD 7 par exemple, n'est-ce pas, appelle à promouvoir un environnement durable. Et c'est dans ce cadre aussi que la stratégie nationale de développement économique et social du Sénégal 2013-2017 a, entre autres objectifs stratégiques, l'objectif stratégique 2 par exemple, qui met le focus sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable. L'objectif stratégique 3, qui met aussi le focus sur la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Avec cette approche systémique, nous voulons juste montrer qu'il y a donc une corrélation entre les besoins qui sont exprimés à la base, les documents de référence au niveau intermédiaire, mais aussi au niveau stratégique. Dans ces objectifs, le programme civique qui est facilité par la Fondation Konrad Adenauer, avec ses 9 partenaires nationaux, que sont Amnesty International Sénégal, le comité d'appui et de soutien au développement social et économique en Casamance, implanté à Kolda et à Sédhiou, la jeunesse étudiante catholique, la génération non violente, le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, le mouvement citoyen, l'association Espérance en Casamance, l'université Hassan Sek de Ziguinchor et le collège Joseph Faye de Oussouye. Dans ces objectifs donc, disais-je, la Fondation Konrad Adenauer, à travers ce programme, travaille aux côtés des acteurs de la base à ce que les élus locaux, les étudiants, les adultes, les jeunes, les représentants d'ONG s'engagent dans la transformation pacifique de conflits et dans le développement de leur territoire, de leur terroir communautaire. Vous parlez de la communauté rurale. Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le représentant du président du Conseil régional, Monsieur le secrétaire général de la mairie, Mesdames, Messieurs les conférenciers, Monsieur le président du Conseil rural de Niassia, chers invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom de Monsieur Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, empêché. Il m'a chargé également de remercier vivement la Fondation Konrad Adenauer d'avoir porté son choix sur la ville de Ziguinchor pour abriter ce séminaire de formation dont l'objectif, comme vous l'avez si bien indiqué, est la qualification des acteurs étatiques et des multiplicateurs de la société civile dans la résolution des conflits de la Casamance, mais aussi la prévention des crises et le traitement des conflits sociaux. Ce programme, comme monsieur le modérateur l'a si bien dit, vient à son heure. Et nous osons espérer qu'à l'issue des travaux, nous en tirerons de grands profits parce que mieux outillés et cette capacitation nous permettra surtout à nous autres élus locaux de mieux gérer les terres et l'environnement, source de beaucoup de polémiques et de beaucoup de conflits. Chaque jour, bien sûr, nous voyons à travers les colonnes de la presse et des médias ces problèmes ressurgir. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faudra réfléchir et trouver le plus rapidement des solutions. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous et à tous, au nom de Monsieur le maire, une bonne formation et un agréable séjour pour nos hôtes dans nos charmantes villes de Ziguinchor. Je vous remercie. Merci à M. Tengue là-bas et transmettre qui va en même temps procéder à l'ouverture officielle des travaux. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Monsieur le coordonnateur de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le coordonnateur du mouvement citoyen, Messieurs, Madame les conférenciers, Messieurs les membres de la Fondation Konrad Adenauer et les membres du mouvement citoyen, Monsieur le modérateur, chers invités
éminents participants, au nom du président du conseil régional de Ziguinchor, M. Lamine Sagnan, absent de la ville, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais également, au nom du président du conseil régional, me réjouir de la tenue de cette importante rencontre. Rencontre dont le thème cadre bien avec les préoccupations quotidiennes des élus locaux, des collectivités locales. La gestion des terres n'est pas une mince affaire. Le coordonnateur du mouvement citoyen, dans son allocution pour camper notre rencontre, l'a dit tout à l'heure. La gestion de la terre au Sénégal, nous sommes là aujourd'hui après un long processus qui doit continuer, qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait. Car il l'a souligné, si l'État a mandaté les élus locaux pour gérer la terre, il y a beaucoup de choses dont ne disposent pas les élus locaux. Donc la rencontre d'aujourd'hui est porteuse d'espoir. Nous espérons que cette rencontre-là, avec les éminences qui composent aujourd'hui la 7 Auguste Assemblée, des échanges jailliront des idées qui serviront à nous autres élus locaux dans notre tâche quotidienne, pas pour résoudre entièrement la situation, mais pour atténuer, voire contribuer au changement de comportement, parce qu'il s'agit ici de changement de comportement, de changement de mentalité, de changement de point de vue, de changement de compréhension de la situation foncière. Quant à l'environnement, cette question débattue aujourd'hui ici est la bienvenue. Nous savons que nous constituons le dernier bastion vert de notre pays. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou, voilà ce qui reste comme bastion vert. La situation de sécheresse que nous connaissons depuis bientôt 40 ans, les dégradations de tous ordres ont fait que la forêt aujourd'hui est le seul endroit où l'on peut entrer le matin et sortir le soir avec quelque chose à mettre sous le feu. Ce n'est pas Gassama qui va me démentir, et tous les Bambara, ils le savent très bien. De sorte que la forêt subit aujourd'hui une pression extraordinaire. C'est la ruée vers l'or, je peux dire. Et si nous nous prenons garde, nous avançons de manière sûre vers non seulement une sahélisation, mais une désertification complète de notre zone. Aujourd'hui, nous assistons à une prolifération de scieries dans la région. Et qui dit scierie dit matière première pour que ces scieries fonctionnent. On ne s'étonne pas que la forêt subit aujourd'hui ces agressions et cette destruction, je peux dire entre guillemets. Il est temps donc que, à l'issue de ces rencontres-là, que les consciences soient alertées, que les bonnes volontés puissent se dresser comme un seul homme pour que les populations changent de comportement par rapport à ces ressources naturelles. Pour ce qui nous concerne, au niveau du conseil régional, nous en sommes conscients. La gestion de l'environnement, nous savons que ça ne peut pas être l'affaire du sommet. C'est l'affaire de la base. Il faut une participation des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une structure que nous avons nommée le réseau des élus locaux pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, la protection des ressources, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la promotion du cadre de vie. Nous sommes heureux, M. Mendy, que vous soyez là, et nous allons compter sur vous
pour que cette structure extrêmement importante, qui doit servir de levier de mobilisation sociale des populations, de sensibilisation, pour que les populations puissent changer de comportement par rapport à l'environnement, par rapport aux ressources naturelles et par rapport au cadre de vie. Je dis donc, la rencontre d'aujourd'hui est porteuse d'espoir. Et sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier sur le rôle des élus locaux dans la gestion des terres, de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci. Depuis l'avènement de ce qu'on a appelé le Code des collectivités locales, qui a été voté sous la loi 96-06 du 22 mars 1996 et la loi subséquente 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales et ces différents décrets d'application. Pour ce qui nous concerne, par rapport à cette communication-là, la principale décret d'application, c'est le décret numéro 1130 du 27 décembre 1997 qui fixe véritablement les compétences de chacune des collectivités locales en matière de gestion domaniale, aussi bien en ce qui concerne la région, parce que la région a des compétences. On dit souvent que la région n'a pas de territoire, mais c'est d'autant plus paradoxal que la région a des compétences. Vous regardez la loi en matière de gestion domaniale, je vais y revenir peut-être plus tard dans mes développements. Donc c'est cet arsenal juridico-institutionnel, législatif, qui détermine et fixe le cadre dans lequel se meuvent les différentes collectivités locales en ce qui concerne la gestion des terres. Alors maintenant, quand on parle de terres, ça renvoie à quoi? La propriété des terres. On parle de domaine public, on parle de domaine privé de l'État, parce que les collectivités locales, de manière générale, ont des compétences en matière de gestion du domaine privé de l'État. Je vais revenir, je vais développer, mais également en matière du domaine public et du domaine national. C'est quoi le domaine privé? Il est constitué de quoi? C'est quoi le domaine public? Il est constitué de quoi? C'est quoi le domaine national? Il est constitué de quoi? Et par quel mécanisme les collectivités locales ont compétence à mettre en œuvre leurs attributions dans le cadre de ces différents domaines-là? Alors, le domaine privé de l'État, parce que l'État aussi, il faut qu'on le comprenne, est une personne morale de droit public. Et de ce point de vue-là, a compétence d'avoir des biens, qu'ils soient meubles ou immeubles. C'est de ce point de vue-là que l'État détient des titres fonciers. Alors, les collectivités locales, la municipalité notamment, a des compétences dans la gestion de ce patrimoine foncier de l'État si l'État accepte de le lui confier de façon temporaire ou définitive à travers certaines procédures, parce que la municipalité, par exemple, qui voit dans son espace communal et qui a un projet d'intérêt commun avec un plan de financement, identifie dans son périmètre un terrain appartenant à l'État et qui est dans son domaine privé, ne peut pas directement le gérer sans pour autant que l'État ne lui notifie officiellement l'affectation de ce terrain. Alors la procédure, c'est quoi? C'est que le maire saisit l'État à travers le ministère de l'économie et des finances, qui gère le patrimoine foncier, meuble et immeuble de l'État. Alors, à la gestion des ordures et un peu inépine que les différentes collectivités locales, pas celles de Ziguinchor uniquement, traînent un peu dans leurs pieds. C'est une question transversale qui touche quasi à toutes ces collectivités locales, la gestion des terres, l'état civil et les ordures qui sont des questions récurrentes dans les collectivités locales. Alors vous avez également défini un peu l'exécutif local qui est composé du conseil municipal avec 76 membres et le bureau municipal avec 15 membres et qui se charge un peu d'exécuter les différentes tâches aujourd'hui dans cette commune qui est en train de s'agrandir et qui est passée en 2011 à 301 000 habitants. Et vous avez abordé justement également les quartiers qui ont été revus à la hausse, une trentaine de quartiers, 37 si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et on n'a pas fini justement dans cette extension de la commune qui aujourd'hui étouffe, vous l'avez rappelé, vers la fin de votre exposé. Et vous avez également parlé des compétences sur les
des collectivités locales dans la gestion des terres, et vous avez rappelé tout cet arsenal juridique qui est mis en place et institutionnel pour arriver justement à mieux gérer le domaine public, le domaine privé, classé, non classé, le domaine national. Bref, vous avez un peu expliqué tous ces aspects techniques et certaines incompréhensions ici à Ziguinchor liées notamment à la voirie avec les nombreuses interpellations. C'est vrai que souvent, nous-mêmes qui sommes de la radio, quand on passe, vous avez vu, il faut en parler à la radio, donc on nous interpelle pour qu'on puisse en parler. Et je pense que c'est bien de communiquer autour, au-delà même de cet atelier. Je crois qu'il faut utiliser suffisamment les médias pour que les populations, les citoyens soient bien informés. Ça aussi, je crois que c'est une autre bataille que les collectivités locales se doivent de gagner, puisque si l'information est bien partagée, si la communication est bien faite, ça baisse un peu certaines incompréhensions au niveau surtout des citoyens. Il est même dit dans vos textes que même certaines délibérations doivent être passées en direct à la radio pour que tous les citoyens aient l'information et en temps réel. Alors vous avez parlé de certaines questions de fond, l'affectation des sites, la gestion domaniale, la survivance de la tutelle entre les différents organes, le domaine national avec 95% des terres contrôlées par l'État, et vous avez rappelé comment la municipalité de Ziguinchor gère un peu ces questions avec les différentes commissions qui ont été mises sur pied et qui ont pu statuer sur plusieurs dossiers. Vous les avez rappelés, 745 cas ont été étudiés, 449 ont pu être réglés et 65 ont été classés sans suite par les différentes commissions. Quand bien même les demandes persistent, vous avez parlé de 1500 demandes, alors qu'aujourd'hui la commune étouffe parce que ne pouvant plus contenir le nombre de personnes avec tous ces déplacés. Je crois que, selon mes informations, la question est en train d'être discutée avec les présidents des communautés rurales et l'ensemble des chefs de village. Vous avez déjà tenu, je crois, 2 réunions, voilà, et que la question suit son cours. On n'en a pas parlé parce qu'on laisse un peu pour ne pas perturber le bon déroulement de ces choses. Vivement qu'une entente soit trouvée pour que la commune puisse bénéficier notamment de ce projet important dont vous avez parlé, qui sera bénéfique pour cette ville. Et je sais, pour avoir été lors de la visite du sénateur Philippe Marini, qui parlait un peu de l'existence dans leur commune d'usines de traitement, et que même si Ziguinchor était à côté, il aurait pu vendre ses déchets, ses ordures à la commune qui va les acheter pour les traiter, mais la distance a fait que cela ne peut pas être possible. Mais je crois que si on a un projet de traitement de ces déchets sur place, ça va régler un peu le problème lié à la gestion des ordures, particulièrement dans cette ville de Ziguinchor qui est tout sous le poids de ces difficultés. Bon, vous avez terminé par quelques contraintes, la survivance coutumière dans la gestion des terres. Tout à l'heure, Madame Cissé reviendra sur cet aspect également concernant les femmes. Et puis, le plan d'urbanisme qui est caduc, qui date de 81 et qu'il faut réactualiser. Bon, voilà en gros ce que monsieur le secrétaire général a dit, qui va soulever, on l'imagine, beaucoup de questions, puisque je sais que vous êtes pressé de prendre le micro. En tout cas, personnellement, il y a beaucoup de préoccupations liées à cela. On va terminer par la dernière communication, celle que Mme Cissé, Sénoboumal, va faire concernant la place de la femme dans l'appropriation des terres en Casamance. Monsieur le responsable donc, de l'association citoyenne, et mesdames, messieurs les participants, messieurs les conférenciers, je vous remercie vraiment pour nous avoir invités à cette rencontre et pour nous donner la parole. Je remercie vraiment ceux qui ont communiqué avant moi. Personnellement, vraiment, j'ai beaucoup appris.
Et je n'étais pas du tout pressée de prendre la parole parce que je me suis rendu compte que les jeunes vraiment ont des niveaux extrêmement élevés de compréhension d'un certain nombre de questions et je suis très heureuse d'en profiter. Peut-être j'étais leur prof il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui vraiment ils ont été mes professeurs dans les domaines qu'ils ont abordés. Je les remercie pour cette transmission de connaissances. Quant à nous, les questions que nous allons aborder sont des questions que nous vivons au quotidien dans les contacts avec les femmes. Ce sont des questions aussi sur lesquelles nous avons travaillé directement en tant que structure de femmes au niveau de la Casamance. Et donc c'est cette somme un peu d'expérience et de pratique plutôt que de textes sur lesquels nous allons nous appuyer. Nous parlerons évidemment de textes, mais assez peu. La place donc de la femme dans l'appropriation des terres en Casamance est de manière générale un sujet important. La place de la femme vraiment dans l'appropriation des terres, c'est une question extrêmement importante. Nous allons en parler, tout à l'heure. Il y a donc la Fatou Diop Sall de l'Université Gaston Berger qui définit le foncier comme l'ensemble des rapports entre les hommes concernant la terre et les ressources naturelles. Et c'est donc pour elle, le foncier n'est pas seulement un bien économique ou une marchandise, mais qu'il a également d'importantes dimensions sociales, politiques et culturelles qui fondent son accès, son exploitation et son contrôle. Nous le verrons tout à l'heure que ces dimensions influent effectivement sur la mise à disposition de la terre. Et au niveau de nos États, de manière globale, la question foncière, ce n'est pas en Casamance que je vais le dire, constitue une question cruciale. Parce que nos économies sont dominées par des activités primaires, en particulier par les activités agricoles. On dit qu'au Sénégal, il y a donc au moins 60% de la population active qui s'occupe donc d'agriculture. Au moins 60%. Et ces 60% sont constitués de 52% de femmes. Les 48% sont des hommes et les